C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le pouvoir militaire au Soudan prêt à laisser place à un gouvernement civil. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le général Abdel Fattah al-Burhan, une décision qui intervient au 5e jour d'un sit-in contre les putschistes. Les détails de notre correspondante dans la région dès le début de ce journal. Le soulagement au Mali. La CEDEAO a décidé de lever les sanctions économiques et financières contre la junte malienne. L'organisation ouest-africaine a été convaincue par l'annonce de Bamako d'un calendrier électoral pour un retour à un gouvernement civil d'ici 2024. Et à la fin de cette édition, nous irons à Londres. Le musée Victoria and Albert consacre une exposition à la mode africaine. 40 designers parmi les plus en vogue vont exposer. Les détails à la fin de ce journal. Que vaut la promesse du général Abdel Fattah al-Burhan aux manifestants soudanais au pouvoir depuis le putsch du 25 octobre dernier? Il a annoncé ce lundi qu'il était prêt à laisser place à un gouvernement civil, une décision qui intervient au 5e jour d'un sit-in contre les putschistes. Les détails de notre correspondante dans la région, Élodie Cousin. C'est à la télévision que le général Burhan, actuellement à la tête du Soudan, s'est exprimé ce lundi soir. Un discours surprise qui survient après 5 jours de manifestations au Soudan. Alors, le général Burhan a reconnu que le pays était très difficile à diriger, que les choses allaient très mal, plus de 8 mois après le coup d'État du 25 octobre dernier. Et que pour cette raison, les militaires devaient se retirer du dialogue national qui a lieu en ce moment à Khartoum et qu'un gouvernement civil composé de personnalités compétentes devait être formé. Il a notamment précisé que le Conseil souverain de transition devait être dissous et qu'à la place, un conseil militaire devait être formé afin d'assurer la sécurité et la défense du pays. Alors, si c'est un discours surprise, ce n'est pas pour autant la première fois que les militaires prennent les devants et font des annonces qui n'ont pas toujours été respectées depuis la révolution qui a causé la chute d'Omar el-Béchir. Notamment, dans son discours, le général Burhan n'a précisé aucune date et n'a donné aucun détail quant à la suite de cette transition. Oui, une annonce qui intervient également dans un contexte de crise économique grave. Depuis le coup d'État, les donateurs internationaux ont gelé des fonds pour pousser les militaires à reprendre des pourparlers avec les responsables civils. Des problèmes quotidiens de coupure d'eau et d'électricité empoisonnent la vie des Soudanais. Shirley Sidbon. C'est un été très chaud au Soudan, mais l'eau manque. Les tuyaux sont à sec. Les habitants collectent l'eau là où ils en trouvent. Le manque d'eau est un problème grave, notamment pour des raisons de santé. Nous ne pouvons pas laver correctement ni les vêtements ni les toilettes. Il y a donc des conséquences sanitaires. Les tuyaux sont vides parce que les caisses de l'État sont vides. Les militaires au pouvoir ne peuvent plus faire fonctionner les infrastructures. Les coupures d'électricité se multiplient, ce qui bloque les pompes à eau. Ces coupures d'électricité répétées ont des effets psychologiques. Nous sommes stressés parce qu'on a besoin d'électricité pour faire beaucoup de choses et maintenant, on ne peut plus les faire. Le Soudan avait déjà des problèmes économiques, mais depuis le coup d'État militaire du mois d'octobre, il s'enfonce dans la crise. Les manifestations se multiplient. Les institutions internationales et donateurs ont suspendu leurs aides jusqu'à ce que les militaires reprennent les pourparlers avec les responsables civils, leurs anciens partenaires, qu'ils ont destitués en octobre. On devait recevoir en 2022 et 2023 près de 4 milliards de dollars de la Banque mondiale. Les militaires refusent même de prendre des stocks de blé qu'ils ont commandés à des agriculteurs, faute d'argent pour les payer. Le blé pourrit dans les fermes en ces temps de pénurie, dû à la guerre en Ukraine. La levée des sanctions économiques et financières contre le Mali, la CEDEAO a pris cette décision dimanche lors d'un sommet à Accra, au Ghana. L'organisation ouest-africaine a pris en compte l'annonce par les autorités maliennes d'un calendrier électoral pour un retour à un gouvernement civil en 2024. Récit de Marc Pope. Après des heures de délibération, les dirigeants africains ont finalement tranché. Les sanctions économiques et financières mises en place il y a 6 mois contre le Mali vont être levées.
La décision intervient après l'annonce de la junte militaire d'un calendrier électoral pour un retour à un gouvernement civil d'ici 2024. Les sanctions économiques et financières prises le 9 janvier 2022, à savoir la fermeture des frontières et le gel des avoirs financiers, sont levées. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est aussi dite favorable au plan du Burkina Faso. La junte au pouvoir projette un retour à l'ordre constitutionnel en 24 mois. Les menaces de sanctions économiques ont donc été levées. La CEDEAO a en revanche adressé une fin de non-recevoir à la Guinée. Pour ses membres, la volonté des auteurs du coup d'État d'assurer une transition vers la démocratie en 3 ans est inacceptable. Les militaires guinéens ont à présent jusqu'à fin juillet pour proposer un nouveau calendrier sous peine de sanctions. Cette vague de coups d'État a débuté au Mali en 2020, avant de se propager à la Guinée en septembre 2021, puis au Burkina Faso en janvier dernier. Par crainte de voir la stabilité politique ébranlée dans la région, la CEDEAO a suspendu ces 3 pays du bloc. Malgré la fin des sanctions, ces évictions des 3 pays restent d'actualité et seront levées une fois les scrutins effectués. Vous l'avez entendu, la CEDEAO est également favorable au plan proposé par les militaires du Burkina Faso. Le pays subit ces dernières semaines une multiplication des attaques djihadistes. Au moins 27 personnes ont été tuées ce week-end lors de 2 attaques distinctes qui ont visé des civils dans le nord et le nord-ouest du pays. Khalid Oussi. 2 attaques en 24 heures. Dans la nuit de dimanche à lundi, des individus armés ont attaqué le village de Bourasso dans le nord-ouest du pays. La veille, samedi, une autre attaque meurtrière a également eu lieu, à Namsigima, dans la région du Nord. Le bilan de ces 2 attaques est lourd, une vingtaine de personnes tuées selon des sources sécuritaires. Depuis 2015, les attaques djihadistes se multiplient au Burkina Faso. Le 24 janvier dernier, le président Roch Kaboré est renversé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il reproche à son prédécesseur son incapacité à enrayer la violence djihadiste. Près de 6 mois après sa prise de pouvoir, le pays est toujours confronté à un regain de violence qui ont fait des centaines de victimes. La plus sanglante, le 11 juin dernier à Seitenga, où 86 personnes avaient été tuées. En réponse, le désormais président Damiba a annoncé la création de 2 zones d'intérêt militaire dans les régions de l'Est et du Sahel et la mise en place d'une brigade de veille de défense patriotique. Des mesures d'urgence alors que plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'État, selon des chiffres officiels. La pression djihadiste ne semble pas baisser d'un cran et l'annonce ce vendredi de la fin de la Task Force européenne Takuba ne rassure pas. Si elle marque un nouveau point de rupture avec le Mali, ce désengagement ne rassure pas le Niger voisin. Les explications de notre correspondant Harold Girard. Le Mali n'héberge plus un seul soldat européen de la force Takuba. Cette force qui aura rassemblé 800 soldats dont l'objectif était de soutenir les forces armées maliennes dans leur lutte contre les groupes armés terroristes sur leur territoire n'est plus. 10 pays européens ont participé, la France, l'Estonie ou encore la République tchèque, dont les contingents de soldats sont venus sur le terrain dans les opérations menées contre ces groupes terroristes, aidés à plusieurs reprises cette année principalement. La mort de cette force armée, de cette force Takuba, signe peut-être le début d'une mainmise encore plus forte de l'État islamique au Grand Sahara, côté malien, dans la zone entre le Mali et le Niger. Du côté nigérien, on se méfie d'une accentuation de la pression djihadiste sur la frontière en renforçant déjà plusieurs postes militaires proches du voisin. L'opération Takuba, elle n'aura duré que 2 ans. Le cadre juridique spécifique qui avait été créé pour elle n'existe plus. Du côté de Barkhane et donc du côté de l'armée française, dans la même optique, le départ des derniers soldats français du Mali est prévu pour fin août. Et on reste au Niger où parmi les conséquences du terrorisme, l'insécurité alimentaire. Plus de 4 millions de personnes sont concernées alors que nous sommes en pleine période de soudure, période où les récoltes 2021 sont épuisées et celles de 2022 n'ont pas encore débuté. Le programme alimentaire mondial tente de répondre aux situations d'urgence, mais le PAM souhaite aussi proposer des solutions sur le long terme. Reportage d'Harold Girard.
Une usine et quelques paires de mains pour lutter contre la crise alimentaire. À Tawa, ces femmes opèrent la première étape de la chaîne de transformation du mil en farine infantile fortifiée. L'objectif, renforcer l'alimentation des enfants de la région. Cette farine a beaucoup d'avantages, surtout pour les enfants, parce qu'elle leur apporte beaucoup de vitamines. Comme elle est composée de denrées locales, elle a beaucoup d'apports nutritionnels et on connaît déjà les produits nécessaires pour la confectionner. Une unité de production, mais aussi de formation rendue fonctionnelle par le Programme alimentaire mondial. Les ouvrières produisent environ 2 tonnes de farine par semaine, sous la supervision de Madenia Abarchi, la responsable de l'usine. Madenia espère que ces femmes prendront bientôt elles-mêmes en charge la gestion de l'unité. Donc si les femmes qui sont ici, leurs capacités sont renforcées, elles sont bien formées par rapport à la fabrication de la farine, je pense qu'elles peuvent prendre la relève. Près du village de Fuchi, à 120 km de Tawa, c'est un autre programme du PAM qui combat les risques de famine. Salifou Nassirou forme les communautés rurales à une agriculture moins dépendante de la saison des pluies. Le changement climatique reste la principale difficulté dans la région. La saison des pluies passées, nous avons eu beaucoup de pertes à cause du manque de pluie et de l'invasion des insectes et des criquets. Mais la culture de contre-saison que les gens ont produite a un peu soulagé les agriculteurs. Cette récolte est destinée à l'autosuffisance alimentaire et non à la vente. En juin 2022, l'insécurité alimentaire a atteint son pic prévu, touchant plus de 4 millions de personnes à travers le Niger. De son côté, le Programme alimentaire mondial accuse un manque de financement à hauteur de 46 millions de dollars pour faire face à cette période de soudure. Pour finir, je vous emmène à Londres. Le musée Victoria and Albert célèbre la mode africaine cet été avec une exposition qui met en lumière les créateurs africains les plus en vogue. Le musée va accueillir les créations de 40 designers contemporains. 250 objets seront exposés. Sophie Lamotte. Des robes faites avec du jean recyclé, des tours de tête en tissu traditionnel ou encore un costume qui se veut à la fois féminin et masculin. La mode africaine est à l'honneur cet été au musée Victoria and Albert et elle en dit long sur l'histoire et la culture du continent. Nous voyons vraiment la mode comme un catalyseur par lequel on peut raconter des histoires plus profondes et plus riches sur de nombreuses cultures à travers le continent. Nous espérons donc que nos visiteurs repartiront inspirés et que certaines idées préconçues seront remises en question. Les inspirations remontent jusqu'aux années 1950 avec les combats d'indépendance, notamment les tissus cantés que Kwame Nkrumah portait lors de son discours historique sur l'indépendance du Ghana, ou même les chemises emblématiques de Nelson Mandela. Dans la même veine, les vêtements prennent ici une tournure politique. Mon travail est basé sur les 2 vêtements qui viennent de 2 cultures différentes. La première est la culture britannique, qui est le trench coat. Et la seconde est la burqa, qui est aussi très répandue au Maroc et dans tous les pays arabes. Et j'ai décidé de créer un dialogue entre eux deux et une forme de respect pour chaque pays. Dans une exposition qui met en lumière des thèmes d'inclusivité et de solidarité, les designers africains se réapproprient leur espace au V&A, un musée qui cherche à élargir sa collection africaine. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes en régie, notre chef d'édition Célia Caracena. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Du Yémen à l'Iran, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale d'une région en mouvement. Express Orient, le magazine du Moyen-Orient, présenté par Meriem Amelal. À voir sur France 24 et France24.com.